Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu particulière, un peu différente. C'est une vidéo que vous m'aviez demandé depuis quelques temps et du coup à la base je voulais faire en fait un bilan trimestriel de mon activité, de ma micro-entreprise pour répondre aux questions, etc. Et j'ai pas eu le temps en fait, donc là ça va faire un an. Fin septembre, ça fait un an que je suis à mon compte, donc dans un mois. Et je me suis dit que j'allais vous faire un petit bilan durant ce mois de septembre. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et c'est parti. Donc je rappelle pour toutes les personnes qui ne sauraient pas comment ça fonctionne, vous avez en barre d'infos et sur la timeline qui est en bas là, juste là, vous avez des séquences puisqu'en fait j'ai fait un sommaire pour cette vidéo. Dans le sommaire, vous avez du coup la totalité des différents morceaux de la vidéo. Donc on va commencer par une partie où je vais un peu raconter d'où je viens, comment j'ai fait pour en arriver là où j'en suis. Ensuite, on va faire une deuxième partie où je vais vraiment parler du bilan de cette première année de micro-entreprise, qu'est-ce que j'ai tiré comme point positif, point négatif, etc. Et enfin la dernière partie, ça sera une partie où je vais répondre à vos questions. J'ai sélectionné une petite partie des questions que je trouvais intéressantes et auxquelles j'ai jamais répondu et du coup je vais y répondre aujourd'hui. Donc moi j'ai un bac littéraire et ensuite j'ai eu un BTS tourisme. Après mon BTS tourisme, j'ai commencé à travailler tout de suite. J'ai travaillé en hôtellerie, en réception pendant 5 ans. Et au bout de ces 5 années, j'ai fait une mini pause de 9 mois où j'ai fait de la médiation culturelle. Et à l'heure d'aujourd'hui, et après ma médiation culturelle, je suis repassée sur du tourisme, je suis retournée en réception et c'est à ce moment-là que le Covid est arrivé. Donc j'ai vécu l'été 2020, je travaillais et ça a été un été très très compliqué au niveau du tourisme ici à Montpellier puisque je vis à Montpellier. Et ça a été très 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 compliqué. Les touristes étaient vraiment très difficiles à gérer. J'ai vécu du harcèlement, j'ai vécu des menaces, enfin voilà, et des patrons qui s'en foutaient complètement. Donc c'était très compliqué pour moi de gérer ça. Et j'ai un peu subi mon été 2020, j'avoue, ça m'a un peu dégoûtée de l'hôtellerie et voilà. Donc après réflexion pas très très longue, hein, puisqu'en fait pendant le premier confinement en mars, je n'ai pas travaillé. Et c'est à ce moment-là que je me suis lancée sur YouTube, que je me suis lancée sur Facebook, sur Insta, etc. Vraiment à fond. J'y étais depuis septembre d'avant. Donc on rappelle, mars c'était le confinement. Donc depuis septembre d'avant, je m'étais mise sur YouTube, etc. Mais de manière assez légère. Et là vraiment, j'ai décidé de me mettre à fond pendant le confinement. Et depuis, j'ai rien lâché. Et du coup, pendant cette période de confinement, c'est vrai que ça m'a permis de me rendre compte que de vivre de mon activité, de faire de ma passion mon boulot me plaisait beaucoup et que j'aimerais bien pouvoir faire ça. Donc fin été 2020, je prends la décision de me mettre en arrêt maladie et de déclarer mon entreprise à l'URSSAF et à la Chambre des métiers. Et à ce moment-là, je me dis que je vais faire les deux en parallèle. Et en fait, je ne suis jamais retournée au travail après mon arrêt maladie puisque j'ai décidé tout simplement de faire un abandon de poste puisque ma rupture conventionnelle n'avait pas été acceptée. J'ai fait un abandon de poste et j'ai fait une demande de chômage, ce qui m'a permis d'être autonome au tout début et de pouvoir me lancer et lancer mon activité et tout de suite tout lâcher, chose que je n'aurais pas pu faire avant un sacré bout de temps si Pôle emploi et le chômage n'existait pas, clairement, parce que c'est grâce au fait que j'ai le chômage. En gros, dans mon activité, Pôle emploi me paye le loyer, l'électricité, etc. Le reste, c'est moi qui paye. Si je n'avais pas eu Pôle emploi, j'aurais pas pu me mettre à mon compte tout de suite. Voilà, donc heureusement que j'ai eu Pôle emploi. Ça a été un peu long à arriver, mais heureusement que je l'ai eu au bout du compte. Une fois que une fois que je me suis mise à mon compte, eh bien la machine était lancée et on était parti. Donc ça c'est vraiment pour la chronologie, un petit peu comment j'en suis arrivée là aujourd'hui.
Donc mon activité est lancée depuis septembre 2020 et donc on va être en septembre 2021, ça va faire un an. Au niveau de tout ce qui est déclaration, etc., juste pour faire un petit rappel très rapide, j'ai été aidée par ma banque en ligne qui s'appelle Shine. Je vous mettrai le lien parrainage en barre d'infos. Si jamais ça vous intéresse, c'est une banque extraordinaire pour les micro-entreprises et pour les auto-entrepreneurs. Vraiment, je vous recommande à 10 milliards de pourcents. Ils sont ultra réactifs, ils sont super bien. Et en fait, c'est une banque que pour les auto-entrepreneurs et ils ont un service qui vous permet de leur donner vos papiers en gros et c'est eux qui font la déclaration à la chambre des métiers, qui font toute la paperasse. C'est un service qui coûte une vingtaine ou trentaine d'euros, un truc comme ça. Mais vraiment moi en fait j'ai fait ma première demande à la chambre des métiers moi-même. Elle a été refusée. Je ne sais pas pourquoi. Et du coup, en fait, ça m'a saoulée et j'avais la flemme et pas le temps et pas l'énergie de chercher, savoir pourquoi, comment, etc. Donc, j'ai abandonné le truc et j'ai contacté la banque. J'ai souscrit à ma demande avec ce service. Et pour 30 euros, ils ont tout fait. En 15 jours, c'était réglé et j'avais mon cabis. Donc vraiment, je vous recommande à 1000 milliards de pourcents cette banque. Elle est vraiment trop bien. Et il y a plein de services au sein de cette banque. Grâce à l'application, vous pouvez créer vos factures, vos devis, faire des rappels de paiement, envoyer, je sais pas, enfin bref, vous avez plein de choses disponibles. Et encore, je vous donne pas tout. Il y a aussi une assurance, etc. Enfin vraiment, c'est une super bonne banque. Je recommande beaucoup. Si je parle de boutique créateur, si je parle de créateurs en particulier pour des collabs ou quoi, tous les liens sont en barre d'infos. Je vais tout répertorier, je vais faire une barre d'infos du feu de Dieu. Si je regarde en bas, c'est simplement que j'ai ma petite tablette avec un peu les différentes étapes. Donc on va faire par trimestre puisque pour les personnes qui ne le sauraient pas, les déclarations de micro-entreprise se font par mois ou par trimestre. Par défaut ça se fait par trimestre et vous pouvez demander à le faire mensuellement. Moi c'est ce que je vais faire là très prochainement, je vais faire la demande à l'URSSAF pour faire mes déclarations mensuellement pour étaler un peu plus les paiements parce que c'est un peu chaud de sortir beaucoup d'argent d'un coup et vu que mes revenus commencent à augmenter, je vais devoir sortir de plus en plus d'argent pour payer l'URSSAF. Donc l'URSSAF en gros c'est un peu comme les impôts, c'est une cotisation que vous payez à l'État et donc il faut payer tous les mois. Donc moi je paye 11% de ce que je gagne, mais du coup là je commence à gagner assez et du coup l'URSSAF m'en prend beaucoup. Enfin, une bonne partie et sortir une grosse somme comme ça d'un coup à la fin d'un mois, c'est beaucoup. Alors que si j'étalais mois par mois, ça serait beaucoup plus simple. Donc voilà. Donc c'est parti pour le petit bilan trimestre par trimestre. En novembre, donc j'ai commencé à vraiment encaisser de l'argent et vraiment avoir mon activité à 100% en novembre et à faire vraiment des choses en novembre. Donc en novembre, j'ai peu de détails sur mes ventes parce que, déjà en novembre, il y a eu le confinement, je le rappelle, le deuxième confinement. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu peu de revenus sur mon trimestre, très peu même. Et donc, j'ai lancé les box de scrap qui me rapportaient un petit peu d'argent en novembre. En décembre, j'ai eu un bon petit truc. J'ai signé aussi un contrat avec les Seigneuriales, donc qui est une société en fait, ce sont des résidences, les Seigneuriales, des résidences seniors, donc c'est pas un EHPAD, c'est pas une maison de retraite, c'est vraiment une résidence dans laquelle il n'y a que des personnes seniors et vous avez tout plein d'activités, etc. dans la salle commune et donc je leur livrais des kits créatifs. J'ai fait ça pendant à peu près 5-6 mois. Et donc mon premier kit créatif a été livré en décembre. Voilà, c'était vraiment une bonne expérience. J'en retire du positif. Les paiements des factures étaient très compliqués à avoir. Mais sinon, c'était plutôt sympa. Franchement, j'ai bien aimé cette activité-là et cette expérience-là. Au mois de décembre, j'ai eu aussi ma première mésaventure professionnelle avec un client. En fait, on a commencé à travailler sur un projet pour que j'ai une box de création de cartes de vœux sur son site internet. Et puis au bout de quelques semaines, je me rendais compte qu'on avait passé une journée à filmer un tuto, etc. Enfin vraiment, on avait
beaucoup travaillé sur le projet. Et en fait, rien ne sortait et on commençait à arriver très proche du mois de décembre. Et vu que c'était une carte de vœux, il fallait quand même que les gens aient le temps de l'acheter, de la recevoir et de la fabriquer, puisque l'idée c'était un kit pour que les gens puissent faire leur carte eux-mêmes. Et le projet n'a jamais vu le jour, donc je me suis un petit peu bataillée pour quand même être payée parce que moi j'avais investi beaucoup de temps et d'argent. Et moi j'estime que un projet qui ne marche pas, ok, t'as investi du temps, de l'argent, il y a eu peut-être un bug d'organisation, de communication, on sait pas, mais on a au moins essayé. Et là le problème c'est que le projet n'est jamais sorti, donc j'ai même pas eu l'opportunité de pouvoir espérer avoir une vente ou deux. Donc ça a été un peu rude, mais ça a été ma première mauvaise expérience entre guillemets. Heureusement que la personne avec qui j'ai créé ce projet, c'était un ami, donc ça a aidé aussi la communication et ça a aidé à régler le problème, mais c'est vrai que bon, c'est des choses qui arrivent. Ensuite on passe, donc malheureusement en décembre je n'ai pas fait de marché de Noël parce qu'il y avait le Covid et que j'étais un peu perdue, je savais pas trop comment m'y prendre, je savais pas trop où aller, j'étais encore un peu, je tâtonnais, je cherchais un peu mes marques. Donc c'est vrai que septembre, octobre, novembre, décembre ça a été, enfin j'ai déclaré mon entreprise le 29 septembre. Donc mon activité a commencé en octobre, donc octobre, novembre, décembre vraiment. C'était le trimestre de test, j'ai vraiment fait un tout petit chiffre et surtout j'ai eu très peu de choses qui sont rentrées. Mais voilà, c'était quand même une bonne expérience. Ensuite en janvier, février et mars, qu'est-ce qu'il s'est passé? Alors j'ai eu donc les seigneuriales toujours donc et cette fois-ci j'ai signé un contrat avec une nouvelle résidence, donc voilà, j'avais un petit budget qui rentrait tous les mois, c'était sympa. Ensuite les box ont continué et c'était une bonne aventure. Les rentrées et les ventes des box continuaient à stagner, étaient toujours positives. On était toujours sur un bon quota de vente de box, donc j'étais contente. J'ai fait mon premier marché qui était un échec total. Voilà, ça a été une catastrophe pour deux raisons. La première, je pense que clairement, je n'ai pas ma clientèle sur les marchés, ou très peu. Et d'autant plus que ce marché-là n'était pas un marché mais une brocante, donc j'étais complètement en décalage par rapport aux autres stands et les gens qui passaient n'étaient pas là du tout pour voir des produits comme les miens, mais plus pour voir les vinyles du monsieur qui était à côté de moi ou les vieux lustres qui étaient sur ma gauche. Voilà, donc en gros c'était un peu compliqué. J'ai commencé à faire des commandes personnalisées pour des clients, donc ça c'était trop bien aussi. Pas mal de petites choses comme ça. Donc là je vois commande pour Alice qui est une cliente assez régulière, des stickers pour une copine, la commande de cartes de naissance en serbe, ça c'était trop chouette à faire. J'avais fait aussi un coffret de cartes personnalisées, j'avais fait un bloc notes personnalisé. Enfin voilà, c'était vraiment chouette. J'ai vraiment passé, c'était vraiment trop bien. J'ai lancé à ce moment-là aussi tout ce qui était service. J'avais eu ma machine en novembre, donc j'ai commencé à travailler sur tout ce qui était service B2B, donc professionnel to professionnel, enfin business to business, avec principalement donc des stickers, des badges, etc. J'ai fait des commandes à ce niveau-là aussi. J'ai eu pas mal de rentrées d'argent grâce à ma première mise en place de boutique créateur avec Shinae, dans laquelle je suis rentrée en février. Donc ça c'était vraiment un super moment aussi, c'était vraiment top. Et j'ai bien vendu, en février j'ai rien vendu, mais en mars j'ai fait un bon chiffre, donc j'étais très contente. Ensuite, on passe à avril, mai et juin. Donc en avril, mai, juin, on avait donc encore, j'ai eu deux seigneuriales qui sont rentrées à ce moment-là. Et ensuite, plus rien au niveau des seigneuriales. Les box, c'est là où ça a commencé à être très compliqué. Au mois d'avril, c'était génial, ça a été mon plus gros chiffre de toutes les box réunies. Par contre, au mois de mai et au mois de juin, c'était en chute libre totale. Tous les mois, j'avais au moins 2 personnes qui se désabonnaient. Et à la fin, au mois de juin, je suis arrivée à un stade où je n'étais qu'à 4 personnes abonnées à ma box. Donc c'était beaucoup trop peu pour moi. Et en fait, je perdais trop d'argent
à proposer parce que moins j'avais d'abonnés et plus les prix des éditions en imprimerie, etc. augmentaient. Et en fait, moins je commandais et plus c'était cher. Et du coup, je perdais beaucoup trop d'argent. Donc j'ai décidé d'arrêter là, en juin. Et en même temps, ça m'a permis de prendre des vacances, donc ça m'a pas fait de mal. J'ai fait quelques ventes. Alors les ventes à la boutique Shinae étaient un peu catastrophiques. Pour vous donner un ordre d'idée, en avril, j'ai vendu pour 7 euros. Donc ça veut dire 2 cartes. C'est vraiment pas beaucoup. C'est une catastrophe même. Mais c'est le jeu. Des fois, il y a des mois où ça va pas. Et après, ça aurait augmenté. Et là, c'est plutôt pas trop mal. Je suis à une très bonne moyenne. Même au mois d'août, je suis plutôt dans le top. J'ai intégré donc des dépôts-ventes au mois de mai. J'ai intégré pas mal de dépôts-ventes. Donc j'ai intégré des dépôts-ventes avec lesquels ça n'a pas du tout fonctionné. Il y a 2 dépôts-ventes dans lesquels je n'ai jamais rien vendu. Et d'ailleurs j'ai stoppé là mes contrats au mois d'août avec ces dépôts-ventes-là. Et après par contre il y a des dépôts-ventes. Il y a un dépôt-vente avec lequel c'est très stable. C'est pas des très grosses sommes mais je vends toujours un petit peu donc je suis contente. Et le chez des créateurs, c'est un dépôt-vente dans lequel je fonctionne très très bien. Donc ça c'est trop bien. J'ai des petites commandes personnalisées comme toujours. J'ai continué à faire des commandes personnalisées. Là, je vois des commandes pour Juliette, pour Luce, pour Nathalie, encore pour Luce. Voilà. J'ai commencé à collaborer avec The Sauce Way pour faire des box créateurs. Donc ça, c'était trop bien. J'ai fait des box créateurs en fait avec The Sauce Way. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc The Sauce Way, oui, j'ai intégré la box 3 box maintenant, mais à l'époque une box dans laquelle j'ai fait des pochettes à thé. Voilà, donc si vous voulez commander une box chez The Sauce Way, c'est possible, il n'y a pas de problème. Ce sont des box créateurs montpelliérains, enfin de la région Occitanie. Et elle fait des petites box thématiques vraiment sympas avec des très bons produits et c'est pas très très cher, franchement, vous avez des prix très avantageux même. J'ai commencé à travailler avec une boutique de vêtements pour faire du community management, donc ça c'était vraiment trop bien aussi, ça m'a permis de me lancer vraiment, c'était top. Et au mois de juin, j'ai fait plein de marchés. Et là, ça a été la catastrophe. Vraiment, catastrophe. Je vais vous donner les chiffres pour rigoler un peu. J'ai fait un marché où j'ai encaissé 24 euros. Ce marché était gratuit, donc ça va. Mais il était assez loin. Donc en fait, je n'ai pas gagné d'argent parce que tout l'argent que j'ai dépensé que j'ai gagné est rentré dans l'essence. J'ai fait un marché où j'ai vendu pour 4 euros. Ce marché coûtait 20 euros. J'ai fait un autre marché qui coûtait 15 euros où j'ai vendu pour 16,50 €. J'ai fait un marché qui était gratuit, j'ai fait 28,50 €. Un autre marché qui était payant, celui-là, payant, je me souviens plus, mais je crois que c'était quelque chose comme 10 ou 15 euros. Et j'ai vendu pour 3,50 €. Voilà. Et en sachant que celui-là où j'ai vendu pour... Ah non, celui où j'ai vendu pour 3,50 € était gratuit, mais était extrêmement loin. Il était à 1 heure de route de la maison. Donc clairement, j'ai perdu beaucoup d'argent ce jour-là. D'autant plus que j'ai dû prendre l'autoroute. Une catastrophe les marchés, vraiment. Et j'ai fait d'autres petites commandes personnalisées. Le trimestre avril, mai, juin était plutôt positif au niveau des ventes. Je suis très contente de moi. Donc voilà, en gros pour le bilan de ce deuxième trimestre de 2021. Qu'est-ce que j'en retire de ce trimestre 2021? J'en retire que les marchés on oublie. J'en retire que il faut toujours réussir à rebondir quand on a un contrat qui se termine. Avec les seigneuriales, j'étais un peu abattue quand les contrats se sont terminés, quand ils m'ont dit qu'ils ne voulaient plus travailler avec moi. J'étais un peu embêtée, j'étais perdue, je me disais bon, ça me faisait quand même une bonne somme tous les mois, stable, fixe, que je perds, qu'est-ce que je fais, où je vais, qu'est-ce que je retrouve, est-ce que j'arrive à retrouver quelque chose qui soit aussi stable? Et au final, tout s'est bien passé, j'ai réussi à rebondir, donc vraiment, voilà, les 2 points de ce bilan, c'est ça. Pour ce trimestre là. Maintenant on passe au trimestre juillet-août.
septembre n'est pas encore passé, donc je ne peux pas vous dire ce qui va se passer puisque à l'heure où je filme on est le 31 août, mais je voulais pas prendre trop de retard pour filmer cette vidéo, donc je vais vous faire le bilan de juillet-août simplement. En juillet, donc à partir de juillet, août, septembre, on est sur quelque chose de beaucoup plus stable parce que j'ai un peu compris, je pars moins dans tous les sens. La seule chose qu'il faudrait que je réussisse à faire un peu plus, c'est des commandes personnalisées, donc il faut vraiment que je me remette là-dessus à fond. Mais sinon, donc j'ai fait des petites commandes à droite à gauche en août surtout. En juillet, ça a été très calme au niveau des commandes personnalisées. J'en ai eu une. Ouais, une commande personnalisée en juillet. Comme quoi, il y a des mois où c'est un peu plus que d'autres. Et par exemple, en août, j'en ai une, deux, trois, quatre commandes. Donc voilà, on a des mois avec et des mois sans, je pense aussi, c'est ça. Les gens étaient en vacances, donc c'était un mois un peu plus calme. Au niveau des dépôts-ventes, j'en garde du coup 3. Il y en a un où j'ai rien vendu ce mois-ci, mais enfin au mois de juillet, mais je pense que c'est vraiment les vacances. C'était un mois très calme au mois de juillet pour moi. J'ai fait des très bons chiffres dans les deux à Shinae et au Chez des Créateurs. Et j'avais une stabilité qui était top grâce à la communication et au community management que j'ai commencé vraiment en juin. Et c'est à ce moment-là vraiment que j'ai commencé à vraiment travailler avec pas mal de clients. À ce moment-là, j'avais donc 1, 2, 3, 4 clients community management en juillet qui m'ont fait rentrer de l'argent. Ensuite, donc au mois de juillet, c'était très calme. Au mois d'août, j'ai fait toujours les dépôts-ventes, c'était top, c'était vraiment bien. J'ai pas encore eu les chiffres des dépôts-ventes, mais on est plutôt pas mal, on est plutôt positif. J'ai fait pas mal de ventes. J'ai eu les dépôts-ventes les clients communication qui m'ont aussi payé. Et quelques commandes personnalisées avec l'intégration des box à l'office de tourisme, et ça c'est trop bien. Donc les box The Softway qui sont maintenant disponibles à l'office de tourisme de Montpellier. Voilà donc pour le bilan financier et le bilan en fait de mes ventes et de l'évolution de mon activité. Donc comme vous pouvez voir, vraiment mon évolution est assez croissante et ça c'est trop bien. Les projets s'enchaînent, les projets se suivent et c'est trop chouette. Et ça me permet de toujours garder du temps pour vous, pour filmer des vidéos, pour faire des choses à côté. Et ça c'est génial. Voilà donc pour ça. Petite parenthèse, je voulais vous parler de quelque chose que moi je mets en place et qui marche très très bien. Ce sont les objectifs financiers. C'est un fonctionnement qui pour moi est génial, c'est-à-dire que en fait je fonctionne par trimestre, même si je vais passer à des déclarations mensuelles, je vais continuer à fonctionner en trimestre à ce niveau-là. Je trouve ça très important pour moi de fonctionner trimestriellement pour pouvoir me donner un peu, par exemple là le mois de juillet, enfin le trimestre juillet, août, septembre est idéal pour vous prouver ça et pour vous montrer ça. J'ai encaissé en juillet assez peu d'argent mine de rien, alors qu'en août beaucoup plus. Si mes objectifs financiers étaient mensuels, ça me mettrait énormément de pression pour réussir à atteindre mes objectifs financiers tous les mois. Alors que trimestriel, c'est beaucoup plus facile pour moi. S'il y a un mois par exemple, là j'ai vu qu'au mois de juillet c'était pas la folie, et bah du coup ça m'a permis de mettre un petit coup de collier en août, et en août de vraiment beaucoup plus cartonner et beaucoup plus faire de ventes, et du coup en août j'ai réussi à remonter un peu la barre et à rééquilibrer les deux et à faire en sorte que juillet-août soit à peu près équilibré. Et ça c'est hyper important de vraiment vous donner les moyens d'équilibrer vos mois, et s'il y a un mois un peu moins bon, c'est pas grave, il faut juste réussir à rebondir le mois d'après. Et pour ça, je me donne des objectifs financiers. Donc par exemple, je vais vous donner un ancien objectif. Au tout début, mon premier objectif était de 600 € pour 2 mois, donc le mois de novembre-décembre. C'est un objectif que j'ai dégommé. J'ai dépassé l'objectif, je suis allée au-delà, j'ai réussi à vendre plus que pour 600 €. En janvier, février, mars, les sommes que je vais vous donner vous paraissent peut-être très faibles pour vous, mais moi je préfère commencer faible et toujours dépasser cet objectif et toujours réussir à faire plus que cet objectif, parce que ça me prouve que j'arrive à augmenter toujours et qu'en plus de ça, je suis meilleure que ce que je me donne comme objectif. Et en vrai, je suis jamais déçue, ce qui me booste encore plus. Janvier, février, mars, je m'étais donné un objectif de 800 €. Pareil, cet objectif a été dégommé de plusieurs centaines d'euros que j'ai passé au-dessus. En avril, mai, juin, mon objectif était de 1000 €
de chiffre d'affaires. Et pareil, plusieurs centaines d'euros au-dessus qui ont été dépassés et ça c'est trop bien. Et là, pour vous donner un exemple, mon objectif trimestriel juillet, août, septembre est de 1600 euros. Et il me manque 2 euros pour atteindre cet objectif et nous sommes au mois d'août. Enfin, 1er septembre, 31 août. Donc autant vous dire que cet objectif sera bien plus important que... le chiffre du mois d'août, du trimestre sera beaucoup plus important que ce que je me suis donné comme objectif au début du trimestre. Pour octobre, novembre, décembre, j'ai mis un objectif qui est quasiment doublé par rapport à celui que je me suis donné en juillet, août, septembre, tout simplement parce qu'il y a Noël et que j'espère que Noël fonctionnera et que je vais réussir à faire assez de ventes à Noël pour tout dégommer et faire exploser l'activité. Voilà pour ça. Et pareil, je me donne un objectif annuel. Mon objectif annuel qui est plutôt très faible parce que je l'ai compté de manière très faible. Mais l'idée c'est d'atteindre l'objectif à la fin du trimestre, de l'année. Et là, on est plutôt pas mal puisque je suis à 26%, à 73% de mon objectif. Et nous sommes encore une fois qu'en septembre, donc logiquement tout devrait rouler. La première question qui me vient de Cindy et qui me dit: j'aimerais me lancer mais j'ai des craintes par rapport à mes aides de la CAF et du Pôle emploi, cela se passe comment? Alors, c'est une bonne question. Moi j'ai donc Pôle emploi, en gros c'est un peu complexe. Pour la CAF, en gros moi j'ai appelé la CAF pour leur demander, tu n'as le droit à rien de plus en tant qu'auto-entrepreneur, tu n'auras le droit à rien. Tu vas conserver ton APL, tu conserveras les allocations familiales, etc. si tu en as parce que tu as 3 enfants, parce que ça, pas de problème, tu conserveras ça, mais tu n'auras pas la prime d'activité et tu ne percevras pas d'autres aides. La CAF ne fait pas d'aide pour les micro-entreprises. Donc voilà, pour ce qui est de Pôle emploi, si tu quittes ton travail de manière légale, c'est-à-dire démission, c'est-à-dire rupture conventionnelle ou abandon de poste, tu auras Pôle emploi. L'abandon de poste est long, mais à la fin tu as ton chômage. Il faut juste que tu respectes l'abandon de poste à la lettre et que tu fasses les choses dans les règles. Ça, évidemment, il faut aller voir sur internet, tu as toutes les procédures qui sont inscrites. Et sinon, tu fais donc, il y a 2 options pour Pôle emploi. Soit tu demandes à Pôle emploi qu'il t'aide à créer ton entreprise. Dans ce cas-là, ils vont te verser tes droits au chômage en 2 fois au début de la création de ton entreprise. Ou bien tu crées ton entreprise, ton numéro de SIRET, et ensuite tu contactes Pôle emploi et tu leur dis: voilà, j'ai une micro-entreprise et je veux mon chômage. Et à ce moment-là, Pôle emploi te versera 75% de ton chômage tous les mois. Donc tu auras un peu moins que ce que tu devrais avoir, mais tu auras tous les mois le même montant et ça se régulera un petit peu en fonction des ventes. Si vraiment tu cartonnes, à ce moment-là, ils te verseront un peu moins de chômage que si tu ne cartonnes pas. Mais ça, c'est les 2 options avec Pôle emploi. Si jamais vous avez d'autres questions par rapport à Pôle emploi, n'hésitez pas à me les poser et je vous y répondrai dans une prochaine vidéo. Tu as créé quoi comme structure? J'ai créé une micro-entreprise, donc je suis auto-entrepreneur, j'ai un numéro de SIRET. J'ai le droit en gros avec mon numéro de SIRET de faire l'activité que je souhaite. C'est ça qui est assez sympa avec l'auto-entreprise. C'est pas comme une activité, une entreprise que tu crées avec un nom, c'est-à-dire que l'auto-entreprise elle est à mon nom. Donc mon entreprise ne s'appelle pas La Baleine qui Embosse. L'entreprise s'appelle Lola Tassin, numéro de SIRET, machin. Question suivante, quelle est ta banque professionnelle? Je l'ai dit au début de la vidéo, il s'agit de la banque Shine. Donc je vous mets le lien du parrainage en barre d'infos qui vous permet d'avoir 2 mois offerts. N'hésitez surtout pas si jamais ça vous intéresse. Comment choisis-tu tes clients? Mes clients, pour le moment, j'ai la chance de ne pas les choisir, c'est eux qui viennent. Donc ça, c'est une grande chance. Mais dans l'idéal, j'aimerais bien réussir à commencer à faire un peu de prospection. Et pour ça, tout simplement, je vise une cible. Exemple, je veux travailler sur des contrats de faire part, déco de mariage, etc.
eh bien je vais aller sur des groupes Facebook de mariage, je vais aller sur des hashtags, etc. et essayer un petit peu de fouiller et de trouver des clients comme ça. Et dernière question, j'ai envie d'ouvrir ma boutique de loisirs créatifs mais je ne sais pas comment me lancer. Je pense qu'on fonctionne tous différemment pour ça. Moi par exemple j'ai tout lâché et je me suis mise à 100% dessus parce que je me connais et je savais que si je n'y étais pas à 100%, soit j'allais sacrifier ma vie personnelle pour ma vie pro, soit j'allais pas réussir ma vie pro. Donc j'ai préféré me lancer à 100% et me donner toutes les chances de réussir. Maintenant si tu arrives à jongler entre ton travail et ta création d'entreprise, dans ce cas-là conserve ton travail pour avoir la sécurité du salaire à la fin du mois et à côté commence petit à petit. Le mieux c'est déjà de commencer par un tableau Excel et tu mets toutes tes idées, les budgets, les prix, tu fais des recherches, qu'est-ce que tu as envie de vendre sur ta boutique de loisirs créatifs, etc. etc. Te faire une to-do list géante avec toutes les étapes qu'il te faut pour créer ta boutique en ligne ou physique d'ailleurs. Je sais pas dans quel ordre tu as envie de faire les choses, mais le mieux c'est peut-être de réfléchir à ce que tu as envie d'y vendre, où tu as envie de le vendre, à qui, et après petit à petit de construire un arbre un peu comme ça, que ça va commencer à s'étaler, à grandir, et puis à la fin tu auras vraiment toute ta vision et ton projet qui sera construit. Il n'y aura plus qu'à lancer le projet. Moi de la même manière, petite information. Petite information aussi, moi j'ai commencé avec 0 €. J'ai eu beaucoup de chance, c'est que j'avais déjà investi à titre personnel dans du matériel. Donc c'est du matériel qui était pour mon loisir, que j'ai utilisé pour ma vie pro. Et par la suite, j'ai eu la chance qu'on m'offre pour mon anniversaire une machine de découpe. Donc ce qui m'a permis de ne pas avoir à investir et à avoir de l'argent. J'ai la chance aussi de vivre dans un T3, donc d'avoir un bureau rien que pour moi. Et ça c'est aussi une très grande chance. Donc ça me permet de ne pas avoir eu besoin d'investir dans quoi que ce soit. Mais je pense que même si vous n'avez pas de pièces pour vous, même si vous n'avez pas de machine de découpe, même si, en fait, ce qui est important si vous voulez monter un projet, c'est juste ce que vous avez entre les mains et ce que vous avez dans votre tête. Et le reste, vous y arriverez. Si vous n'avez pas de bureau, et ben pour aller faire tout ce qui est administratif, etc., vous prenez un café sur une terrasse et avec la wifi, et puis vous bossez là-bas. Et puis sinon, vous bossez dans votre salon, et voilà. Il n'y a pas d'excuse, je pense, à se lancer. Je pense qu'il faut juste, à un moment donné, se donner un objectif et avoir envie de réaliser cet objectif. Voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses. Ce que je vous propose, c'est de me mettre en barre d'infos vos questions, enfin en commentaire, pardon, vos questions. Je vais vous relancer aussi une FAQ sur Insta dans quelques semaines pour faire une autre vidéo à ce sujet, et j'aimerais bien pouvoir faire des petites vidéos comme ça à peu près tous les mois pour pouvoir parler un peu micro-entreprise, auto-entrepreneuriat, etc. Parce que j'ai vu, quand je vous ai demandé un peu ce que vous aimeriez voir comme type de vidéo, il y a pas mal de personnes qui m'avaient dit qu'elles aimeraient un petit peu plus que je parle de mon activité et de ma vie pro. Et c'est vrai que ça serait cool, donc eh bien c'est parti. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, et puis je les garderai en stock. Et de la même manière, restez connectés sur Instagram. Je relancerai une petite FAQ dans quelques mois, donc dans quelques semaines, donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Je vous fais des très très gros bisous. Prenez soin de vous, scrapez bien, et à très bientôt pour de nouvelles aventures.